minutes. Ferhat, tu m'entends de ton côté? Oui, je t'entends, Julien. Vous êtes Ouais. en direct? Formidable. Oui, on est en direct. Tout le monde nous entend. Ça me va très bien. Dis-le-moi, Ouais. ça me va très bien. Je suis là pour ça. Ok, très bien. Alors, j'ai envoyé l'invitation à Philippe pour qu'il monte aussi sur scène. Par contre, je n'arrive pas à inviter Yannick. Yannick. Bonjour à tous, bienvenue. On va faire un seul micro. Le tien, je pense qu'il est pas mal. Oui. Alors, on alterne. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pour Yannick, cette personne est en mode compatibilité. Son flux est décalé d'environ 15 secondes. Vous ne pouvez pas l'inviter sur scène et sa qualité est réduite. Je suis désolé, Yannick. Ce mode est enclenché pour les participants derrière un pare-feu, ayant un navigateur qui n'est pas compatible WebRTC. C'est la Bretagne, ça. C'est ça, oui. Bonjour à tous, bonjour. Vas-y, je te laisse. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir. Donc, on est déjà à 28 personnes pour ce petit webinaire, ce nouvel épisode de l'atelier. Après une petite absence, on est revenu la dernière fois déjà et vous étiez présents. Et là, on accueille plusieurs invités pour parler de démarche d'APIisation. Donc, on va être nombreux aujourd'hui, on va être, je crois, 5 personnes. Donc, c'est un épisode un peu plus long. On espère que vous allez être là pour poser vos questions, pour débattre avec nous, pour même prendre la parole si vous voulez. Vous avez l'onglet chat, l'onglet questions. Profitez de la présence de nos intervenants aussi. Et on est deux dans la même pièce, donc peut-être vous allez avoir parfois un peu d'écho. On va essayer de faire attention. Ton micro. Alors, on essaye de faire remonter Yannick. Donc, Yannick, si tu nous entends, apparemment, tu es derrière un pare-feu. Je ne sais pas si tu as d'autres possibilités de retour en 4G. D'accord, on va essayer. Invité sur scène. Parfait. Yannick, tu as dû recevoir une invitation. Du coup, on est au complet. Je vous propose de commencer. Asma, je vais partager mon écran et après, si tu veux, je te laisse la main pour lancer les festivités. Alors, bonjour à nouveau. Donc aujourd'hui, comment réussir une démarche d'APIisation avec 3 invités que je vais laisser se présenter dans quelques secondes, d'Air France, du groupe Rocher et de Natixis. Et c'est en fait des personnes du collectif API Thinking. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui à vous 3. On est vraiment ravis et on espère que ce sera une discussion intéressante pour tous ceux qui sont présents avec nous et pour nous-mêmes. Donc, rapidement, qui on est? Est-ce que tu peux passer sur notre présentation, s'il te plaît? Pas nous deux, l'entreprise. Donc, Accetal, on est un cabinet de conseil de réalisation en IT, créé en 2018, donc on est des petits jeunes. Et puis, on est en train de passer vite vers 20 personnes, malgré la crise. Donc, c'est cool, rejoignez-nous, on recrute. Trouvez-nous sur Welcome to the Jungle. Et puis, on est partenaire de plusieurs gros éditeurs API. C'est un de nos cœurs de métier, avec d'autres expertises que vous voyez ici, notamment l'architecture ici, la gestion de projet, Cloud DevOps et la Data Intelligence. On va passer au sujet parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, et notamment à nos invités que je vais laisser se présenter et que je remercie beaucoup d'avoir répondu présent. Merci Asma et Ferhat pour l'invitation. Effectivement, je commence dans l'ordre. Je suis Bichon. Moi, je suis project manager dans l'open banking au sein de Natixis, fondateur du collectif API Thinking, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, et super ravi d'être là sur ce meet-up. Comment réussir une démarche d'APIisation? Je passe le relais à Philippe. Bonjour à tous. Oui, merci pour l'invitation également, du coup, Julien, Ferhat et Asma. Philippe Dos Santos, alors API Gateway Product Owner, mon équipe s'occupe aussi d'autres éléments autour de l'API Gateway.
à Air France KLM. Donc, ce n'est pas juste Air France, c'est bien le groupe Air France KLM, et je suis basé à Amsterdam. Je passe le relais à Yannick. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc Yannick Tremblay, je travaille pour le groupe Rocher et je suis en responsabilité des plateformes d'API Management et des flux d'échange, plateformes d'échange. Et le groupe est assez conséquent. D'ailleurs, Yannick, on te propose Je te laisse la main, Ferhat. Si tu veux bien dire deux, Voilà, trois le mots groupe sur Rocher, le en groupe fait, c'est 10 marques, dont Petit Bateau, peut-être pour les plus connus, et Yves Rocher historiquement, mais également Stanome et Arbonne. Et on travaille sur 4 domaines différents, cosmétiques, le soin, le home care et le well-being, et puis la partie textile avec Petit Bateau. C'est juste pour donner un peu de contexte sur le groupe. Voilà. Et donc notre raison d'être, depuis 2019, on est devenu une entreprise à mission selon la loi Pacte. Et l'objectif principal du groupe est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et ce que je vous expliquerai juste après fait sens avec cette raison d'être. Merci Ferhat. Parfait, merci Yannick et merci à tous. Peut-être qu'on peut aussi dire quelques mots sur le dernier petit point. Donc, il y a 5 chantiers. Julien, je te laisse vite en faire un petit rappel. Oui, effectivement, on a 5 chantiers au travers du collectif API Thinking. C'est des chantiers qui vont durer une saison qui va durer 1 an. Alors, on n'est pas organisé en agile encore au sein du collectif API Thinking, mais il y en a un notamment dont s'occupe Yannick, qui est sur les API numériquement responsables, dont il nous parlera tout à l'heure, et je vous laisserai découvrir. Je vous laisse découvrir les 4 autres chantiers. C'est des chantiers qui sont animés par des membres du collectif, avec que des membres du collectif d'ailleurs, et donc dont à la responsabilité Yannick, et tu nous parleras tout à l'heure pour conclure le meet-up. Peut-être que, Julien, tu veux peut-être te présenter le collectif API Thinking pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, le collectif API Thinking, il a un an et quelques jours. Il est né le 6 mai 2020. Il réunit aujourd'hui presque 80 entreprises. Initialement, on l'avait orienté secteur tertiaire financier, et puis très rapidement, on a ouvert les bras à nos amis, notamment Philippe et Yannick qui sont ici présents, mais d'autres. On se réunit en gros une fois par trimestre pour évoquer les enjeux, pour capitaliser, pour réaliser des synergies entre pairs, entre partenaires, partagés autour des enjeux des API, de l'ouverture des systèmes d'information. Donc pas que de l'open banking, puisque notamment Air France et Groupe Rocher sont ici présents. Voilà, je pense à Pôle emploi avec Caroline par exemple. Donc voilà, on est vraiment là pour échanger régulièrement, une fois par trimestre environ, avec des sessions d'idéation, des sessions de retour d'expérience, de conférences inspirantes, et aussi à travers ces chantiers dont vous avez ici une copie. J'essaye d'aller assez vite pour ne pas prendre trop de retard dès le début, Ferhat. Très bien, merci Julien. Alors, juste Ferhat, si je peux me permettre. Évidemment, on a un site internet, donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir sur le site internet dont s'occupe Léa, et il le fait très bien d'ailleurs. Voilà, que vous trouverez facilement. Très bien. D'ailleurs, on a prévu une séance de questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, ce sera aussi le moment de les poser. Du coup, pour aujourd'hui, on a prévu de vous parler, de faire un petit rappel rapide autour des enjeux des API, de parler des démarches APIisation, les étapes clés, les moyens de communication techniques, et pour ça, on bénéficiera d'un retour d'expérience que Philippe nous fera donc chez Air France KLM, et puis des moyens de communication à destination plutôt des équipes métiers, business, que Julien nous présentera, et on finira avec l'impact environnemental des API, donc notamment avec l'expérience de Yannick chez Groupe Rocher. Et comme je disais, on finira par une séance de questions-réponses. Du coup, pour commencer, les enjeux des API, pour ceux qui ont l'habitude de participer au webinaire Accetal, ils ont déjà vu. On parle d'agilité du SI, donc pour notamment réutiliser les ressources et gagner en termes de time to market, de répondre aux enjeux du multicanal. Tout le monde aujourd'hui avec la transformation digitale est concerné par cette problématique-là. Et puis de la simplification de l'architecture, de l'urbanisation. Et pour finir, les API permettent donc de bénéficier de l'écosystème et d'innover, de proposer des nouveaux services aux clients. Aujourd'hui,
J'aimerais aussi faire un petit rappel par rapport à l'API management et l'APIisation. Souvent, on confond API management en pensant que l'APIisation et l'API management, c'est la même chose, mais en fait, l'API management n'est qu'un morceau, n'est qu'une étape dans l'APIisation. Une plateforme d'API management seule ne suffit pas et il faut que l'APIisation soit en fait un projet d'entreprise et donc qui implique pas mal de changements, pas mal d'intervenants. Et donc, c'est quelque chose à voir d'une façon plus globale et surtout à long terme. Donc, qu'est-ce que c'est en fait une démarche d'APIisation et surtout qu'est-ce que ça implique? Donc, une démarche d'APIisation, ça implique 3 volets pour schématiser. Le premier est celui des outils et des technologies. On parle des concepts, des standards, du socle technique, la sécurité, l'authentification, etc. Un sujet très important, notamment dans ce contexte où les cyberattaques se multiplient et on les découvre tous les jours, pas mal malheureusement de victimes de ces cyberattaques. Et ça inclut aussi le sujet d'API management. Donc, vous voyez, l'API management et les solutions ne sont qu'une partie de l'APIisation. Un deuxième volet est celui de la gouvernance, donc il faut mettre en place des bonnes pratiques, il faut gérer le patrimoine, il faut garder une cohérence du SI et bien sûr suivre, maîtriser la consommation et ce qu'on fait des API. Et le troisième qui est à son importance, qu'on va pas mal évoquer aujourd'hui, notamment avec le retour d'expérience de Julien et Philippe, celui de la conduite du changement, la sensibilisation, l'accompagnement des équipes projets, la formation et aussi la communication. Voilà les 3 volets en fait qu'on voit en termes qui concernent l'APIisation. Maintenant, si on veut découper ça en étapes, en plusieurs étapes. Ce qui nous paraît en fait intéressant, c'est de commencer par une plateforme API, donc installer un socle technique pour se familiariser, pour commencer à mettre en place, pour choisir la solution d'API management, choisir le socle technique, et identifier déjà des API, des projets pilotes pour réutiliser soit des API existants, soit développer des nouvelles API. Et bien sûr accompagner tous les projets pilotes qui veulent se lancer dans le monde des API. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment une première étape qui installe les fondations d'une stratégie d'APIisation. Ensuite, sur la deuxième partie, on va arriver plutôt à une étape de généralisation. Donc, on a vu dans la première partie une sorte de découverte. Là, on arrive pour généraliser à tout le monde. On ne se contente plus de projets pilotes, mais on va beaucoup plus loin. On généralise l'API à un périmètre beaucoup plus large. On définit aussi des organisations. On définit une gouvernance API. Donc, cette gouvernance, elle va de pair avec l'organisation. On avait fait un webinaire là-dessus sur la gouvernance API. On a aussi un livre blanc. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet qui est ultra important, n'hésitez pas. Et bien sûr, il faut accompagner les équipes dans cette étape-là et mettre en place des outils de communication interne, soit de la communication, on va dire, par mail, des meet-up internes, des workshops, différents moyens de communication. L'idée, c'est vraiment de pousser, de sensibiliser, d'acculturer l'ensemble de l'entreprise au sujet d'APIisation. Troisième étape, une fois on est mature sur les 2 premières, on peut commencer à voir plus loin, à ouvrir le SI à l'extérieur, à des partenaires sélectionnés, soit des partenaires historiques, soit des nouveaux partenaires, mais en tout cas, on commence déjà à réfléchir à l'ouverture. Et cette étape-là nécessite, bien sûr, un renforcement notamment de la sécurité, nécessite d'adapter le socle déjà existant, mais aussi de la communication, commencer à parler de communication externe et aussi de gestion de communauté. Je pense que Julien nous parlera de l'importance de la communauté, mais à cette étape-là, je pense qu'on peut déjà commencer à réfléchir à ce sujet. Et comme vous voyez, en fait, la clé en fait, ici, c'est l'intégration à l'écosystème. Quand on parle d'écosystème, c'est valable pour les consommateurs de nos API, mais c'est aussi dans le sens, il faut que nous commence à
s'intéresser à ce que propose l'écosystème en termes d'API pour nous faciliter la vie, nous faire gagner du temps quand on pense à des cas d'usage, quand on a besoin de mettre en place des solutions. Et pour finir, il y a cette notion d'API produit qui devient de plus en plus connue aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment le bout de chaîne, en fait, la dernière étape. Quand on a atteint ce niveau-là, c'est qu'on est vraiment mature, parce qu'on arrive à un point où on commence à réfléchir business, à réfléchir à des modèles des modèles économiques, à avoir une roadmap cohérente, affichée, publique à tous les consommateurs, avoir aussi un focus sur l'expérience développeur. Jusqu'à maintenant, on voyait des API comme plus ou moins des sujets techniques. Et là, on n'est plus sur un sujet technique, on est vraiment dans un produit fini qui doit offrir une expérience fluide, facile d'utilisation aux développeurs. Et puis, bien sûr, il y a une notion de commercialisation, de marketing qu'il faut prendre en compte. Et une fois on a réuni tous ces éléments-là, on arrive en fait sur des nouveaux business models donc, qui permettent de générer des revenus, des nouvelles façons. Voilà, je pense que pour ma part, j'ai fait le tour en fait de ces différentes étapes clés d'une démarche d'APIisation. S'il n'y a pas de questions, je vais passer la main à Julien, plutôt à Philippe, pour nous parler de ce qui a été mis en place au sein de Air France KLM en termes d'API, de démarche API, en termes de communication, notamment auprès des équipes techniques. Philippe, ça te convient? Oui, ça marche pour moi. Je vais juste voir pour présenter mon écran. Alors, il y a une petite flèche en bas de l'écran. Ouais. Une petite flèche vers le haut qui te permet normalement de partager. Alors, je ne peux que partager l'écran, je ne peux pas partager un fichier. Fais partager l'écran, après il te proposera de partager un document. C'est un petit piège. Ça marche. Alors, je pense que c'est celui-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien. Vous le voyez en plein écran ou... Non, justement, est-ce que tu peux te mettre en plein écran, s'il te plaît? Alors là, j'ai lancé... Si je me mets comme ça ne marche pas. C'est dommage. Double clic peut-être? Pardon? Non, c'est en fait quand je mets en mode slide, visiblement, ça ne marche pas. Bon, est-ce que comme ça vous convient? C'est suffisamment grand ou pas? Oui, ça fera l'affaire, ouais. On va perdre trop de temps sur cette partie-là. Donc, bonjour à tous, donc Philippe Dos Santos, je fais partie d'Air France KLM, d'une équipe qui est un centre d'expertise autour de l'intégration et des API en particulier. Je vais revenir sur cette partie organisationnelle qui peut intéresser certains d'entre vous, à savoir que nous, Air France KLM, on est parti sur les API depuis 2014, donc ça fait déjà un certain temps qu'on a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et c'est assez rigolo parce que j'ai retrouvé un peu cette démarche d'APIisation que Ferhat a décrit, avec la partie plus socle technique, acculturation, ensuite ouverture du SI et le passage en mode produit d'une API. On est passé au travers de tout ça. Donc je reconnais vraiment ce cycle par lequel nous, on est passé également. Nous, au niveau d'Air France KLM aujourd'hui, on est sur l'API as a product. Pour certaines de nos API, pas pour toutes, mais je vais revenir là-dessus. Donc, ce que j'ai voulu faire au travers de ces slides, c'est un petit retour d'expérience avec un petit peu de contexte. Je vais être embêté parce que je n'ai pas mes animations si je ne peux pas mettre en mode slide. Je vais essayer juste de partager l'écran, peut-être, ça sera plus... ça va peut-être pouvoir le faire. Alors, je reviens. Partage l'écran. Si je fais... Bon, apparemment, on a tous les deux coupé les micros dans la même salle. Je disais, les aléas du direct, pardonnez-nous. En plus, on est dans 4 lieux différents. Voilà. Est-ce que vous voyez mon plein écran? Ouais, c'est parfait.
Non, on voit aussi des commentaires. C'est pas grave. Les commentaires. Et vous voyez en fait cet écran-là. C'est ça, vous voyez cet écran-là. Il faut partager l'autre écran. Ouais. Ouais, si je partage l'autre écran, ça ira mieux. Tu as raison. Et là, Bon, c'est pas la Bretagne qui un pose an problème. de confinement, mais on continue à apprendre hein, tous. Ça va, Yannick. Hein. On a Ah vu bah, le c'est drapeau parfait. breton derrière. Là. C'est Là, parfait. vous voyez en plein écran là? Ouais, c'est parfait. Allez, c'est parti. Je vais aller assez vite du coup pour que les autres aient aussi du temps. Donc rapidement, comment est-ce qu'on a positionné l'API? Historiquement, on a un gros socle, on a 2000 SOAP services. Donc on a un énorme legacy en SOAP service. Et historiquement, tous les différents canaux recréent leur propre process. Ici, on voit le process du check-in, par exemple. Donc le site web Air France, le site web KL, les kiosques aux aéroports, Air France, KLM, l'app. Chacun recrée au niveau de l'application son propre process et aller consommer les SOAP services en bas. On s'est dit, c'est un peu bête, autant mutualiser ça. Et donc, on a créé des process API qui ont mutualisé quelque part le process d'aller chercher les informations au niveau des back-ends. Et du coup, tous les canaux se sont mis à consommer une seule API pour gagner en consistance aussi et en temps de développement. Le gros avantage aussi, c'est que là, on a une nouvelle feature qui est arrivée, la sélection d'un repas, par exemple. Là, automatiquement, tous les canaux en bénéficient. Idem, on a un nouveau canal, par exemple, on a développé sur une Apple Watch. Là, automatiquement, en consommant l'API, elle bénéficie du process intégral. Donc ça, c'était un petit peu ce qui a motivé notre démarche d'API. Une petite notion un peu business. Donc, on a créé un Digital Customer Journey. Donc, vous voyez là un peu le cheminement d'un de nos clients qui commence par chercher des informations, réserver, se préparer au voyage, faire le transport, ainsi de suite. Donc, on a fait notre Customer Journey. Et ce qu'on voit là, c'est que les API, donc depuis 2014, on en a fait certaines, elles sont vraiment sur tout le chemin. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'avec la digitalisation des différents métiers, puisque Air France KLM, on a différents métiers, on a le passager, on a le cargo, l'engineering and maintenance, donc on a pas mal de métiers. Et au fil du temps, avec la digitalisation de chacun de ces métiers, on a voulu créer des API pour représenter les process et dans la démarche que je vous ai montrée au début, d'avoir de la consistance au niveau des process et de chaque canal. En termes de consommation de ces API, c'est vrai qu'au départ, on était plus sur nos canaux internes, c'est-à-dire les clients qu'on développé nous, nos sites web, nos apps, nos kiosques dans les aéroports, les bornes libre-service que vous connaissez sûrement. Et la tendance fait qu'on va plus vers une consommation, l'ouverture du SI vers l'extérieur, c'est-à-dire le partage de ces API vers du Google Flights, vers du SkyTeam, vers des hôtels Accor, vers du Delta, différents partenaires d'Air France KLM. Donc, j'ai mis en haut à droite API as a product. Vous voyez que c'était dans la phase d'APIisation, la partie la plus à droite. Effectivement, aujourd'hui, on est dans cette phase-là avec une grosse organisation agile SAFe, pour ceux qui connaissent, avec des centaines de gens qui bossent en Scrum et vraiment une grosse organisation SAFe qui permet d'avoir cette approche produit de l'API. Et c'est vraiment pas juste un produit technique. Le business est complètement intégré à cette démarche d'APIisation. C'est toujours bon. Je continue. Maintenant, des informations un peu plus organisationnelles par rapport à Air France KLM et comment est-ce qu'on a urbanisé au sein de notre IT cette partie expertise au niveau des API. Donc moi, je fais partie du Center of Excellence, donc un centre d'expertise autour des API. Donc on est une équipe transverse Air France KLM qui regroupe des experts autour des API. Et on délivre du service, donc le service, je vais vous les lister après, pour tous les métiers d'Air France KLM. Donc, on a décidé de centraliser quelque part une équipe avec de l'expertise autour des API. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'expertise et on guide les équipes. On fabrique aussi des outils, des commodities, pour que les développeurs, les utilisateurs puissent utiliser les API, les développer
de la meilleure façon possible. On amène du support, du coaching aux équipes, mais on peut aussi développer et maintenir les API pour les métiers qui le désirent également. Donc, je reviendrai sur cette partie qui développe l'API, qui la maintient. Est-ce que c'est une équipe centrale ou est-ce que c'est chaque équipe dans les différents métiers qui va la développer? Je reviendrai sur ce concept qu'on appelle Hub and Spoke. Et d'abord, donc, un petit zoom sur notre rôle. Donc, pour donner un petit peu de matière, expertise and guidance. Donc, en fait, on s'occupe de mettre en place de la gouvernance avec notre Technology Office, ceux qui font un peu la stratégie globale de l'IT. Travaille avec eux pour mettre en place la gouvernance et pour s'assurer qu'elle soit bien respectée au niveau des outils qu'on fournit aux développeurs. On fournit des REST guidelines. Vous pouvez en trouver partout sur Internet. Google fournit les siennes, Adidas, Air France KLM. On s'est inspiré des best practices qu'on a vues. On a créé nos propres guidelines qui ne diffèrent pas tant que ça des autres, mais avec quelques particularités que nos développeurs doivent suivre. On fait du onboarding d'équipe pour utiliser au mieux les outils et faire les développements les plus efficaces possibles. On mesure la maturité des API de notre écosystème et on crée aussi des sessions d'API Community Days. Quand on estime qu'on a des messages à faire passer aux équipes, on lance comme ça des sessions physiques autrefois, virtuelles maintenant, pour que les gens puissent venir assister aux présentations et poser des questions. La partie Commodities et Tooling, on propose un framework REST à nos équipes pour que voilà, ils n'aient pas à réinventer la roue à chaque fois. Donc, des librairies, de la documentation. On développe également notre propre développeur portal qui est notre marketplace pour que les gens puissent consulter la documentation, tester les API et in fine faire une demande de consommation si ils en expriment le besoin pour tous les développeurs, qu'ils soient internes ou externes. On propose une API Toolbox également, ça va un peu de pair avec le REST Framework, avec des outils pour valider les spécifications des API, est-ce que le modèle est bien fait ou pas. Donc, une suite d'outils pour s'assurer un peu de la qualité des API. Et l'API Management, l'APIM, donc on intègre notre solution d'API Management avec les différents outils qu'on propose. Et on supporte également cette solution d'API Management avec l'éditeur. En termes de support, on a un service desk, un Jira Service Desk, pour que tous les développeurs, qu'ils soient consommateurs ou providers d'API, puissent ouvrir des tickets et nous poser des questions sur l'utilisation des outils, sur le développement. On fait un support 24/7 également, puisqu'on a l'API Management, la plateforme, on a quelques commodities, quelques outils comme les B2B Authorization Servers, qui sont des briques critiques qu'on supporte 24/7. Et on peut également, en termes de coaching, envoyer des personnes dans des product teams pour qu'elles les aident à développer leurs API. Develop and Maintain, c'est plus un système d'API Factory. Donc là, on propose aux équipes qui sont trop petites, soit qui n'ont pas la compétence et qui ne veulent pas forcément l'avoir de suite, de développer leurs API avec des développeurs experts de nos équipes, donc de développer leurs API ou de les maintenir voilà, avec différents niveaux d'offres, on va dire. Après, l'idée s'est dit, c'est bien d'avoir un centre d'expertise au niveau des API, mais on a tellement d'API qu'on ne va pas pouvoir tout faire, on devient un peu un goulot d'étranglement. Donc, on s'est dit, il faut aussi que cette connaissance, maintenant que c'est un peu mainstream, c'est un peu connu, les API, c'est plus quelque chose de vraiment confiné à une équipe, il faut que tout le monde la connaisse. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un système de Hub and Spoke. Donc, c'est un modèle un peu flexible qui balance entre la centralisation et la décentralisation des activités autour des API au niveau de l'organisation. Donc, il y a un schéma qu'on peut vous montrer. Alors, nous, on est au centre, on est le centre d'expertise, Center of Excellence. Et on a les spokes, donc on s'appelle le hub, et les spokes, c'est plutôt les différentes business lines, les différents développeurs dans les différents domaines, dans les différentes lignes de produits. Et on s'aperçoit que le petit rond orange, qui est notre expertise à nous, elle est plus ou moins grosse en fait en fonction des métiers, ou en fonction des lignes de produits métiers. Donc certains ont besoin, comme la toute première à gauche, d'une grosse participation du centre d'expertise, donc on est très présent chez eux, et d'autres, comme celle qui est en bas à droite,
est beaucoup plus mature. Ça fait plus longtemps qu'ils développent des API, donc ils ont un besoin qui est relativement restreint en termes de support, de coaching et d'onboarding. Et donc après, l'idée aussi, c'est que ces différentes équipes, avec les tech leads qui discutent les uns avec les autres, les équipes qui discutent avec les uns et les autres, font de la pollinisation entre eux des bonnes pratiques. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment là, en gros, c'est de ne pas avoir toute la connaissance centralisée à un endroit, mais qu'elle soit bien répartie dans l'entreprise. Par contre, c'est toujours ce centre d'excellence, ce centre d'expertise qui va faire l'innovation, qui va créer les outils, les commodities, les outils qui servent à tout le monde, voilà, qui va résoudre les grosses problématiques avec l'équipe des Ops, par exemple. Donc voilà, il y a quand même le centre d'expertise qui va garder une part de l'activité vraiment cœur autour des API, mais par contre, on veut que tout le monde ait cette connaissance. Et puis voilà, c'en est fini pour ma présentation. Alors Philippe, il y a deux questions sur… Tiens, on a deux questions sur le framework REST dans l'onglet chat et dans l'onglet questions. D'abord, quel est l'intérêt par rapport à l'utilisation des API directement? Sur quel langage le framework est-il basé? Et dans l'onglet questions, pourquoi ne pas utiliser des frameworks standards pour les API REST? Quel est votre retour d'expérience sur la maintenance de ces frameworks et le ROI entre la mise en place et l'utilisation? Est-ce que tu peux répondre en un temps court et efficace? Rapidement, le framework qu'on a créé aujourd'hui, c'est Java, en Java, pour les utilisateurs Java, parce que c'est le gros des développeurs qu'on a à Air France KLM, c'est du développement Java. On a pas mal de Node.js aussi, ça va peut-être être la suite. Et on réfléchit aussi à faire mettre en place des outils pour être un peu plus agnostique du langage de programmation, avec des sidecars, donc plus en approche microservice, pour un peu se rendre agnostique du langage de programmation. Donc voilà, Java en tout cas aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui, c'est en cours d'étude. Mais sinon, on est en framework Java. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé les frameworks existants? Alors, je ne sais pas par framework, qu'est-ce qu'on entend. Mon cœur de métier, ce n'est pas développeur, donc je ne peux pas non plus en parler de manière très fine. On utilise d'autres frameworks, Spring Boot et autres. Là, c'est une surcouche supplémentaire qui permet vraiment de coller aux contraintes de gouvernance qu'on a à Air France KLM. Donc, ce framework-là, il s'intègre vraiment par rapport à nos contraintes Air France KLM. Donc, c'est peut-être une surcouche autour de certains frameworks qui sont utilisés par les développeurs. Voilà, je pense que on peut parler aussi du socle technique, parce que souvent, il y a la partie API management pour exposer, mais il faut quand même une partie en fait pour développer les services back-end. Ça peut se faire via des outils d'intégration comme MuleSoft par exemple, mais ça peut se faire aussi avec des langages comme Java, comme .NET. Et j'ai bien compris en fait ce framework dont Philippe parle, c'est plutôt un socle technique qui va s'appuyer sur un framework Spring par exemple, sur un certain nombre de frameworks du marché open source ou propriétaire, pour prendre en compte les spécificités de l'entreprise. Souvent, dans ces frameworks-là, on va retrouver une partie d'authentification. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on reçoit une requête sur une API? On va pas redévelopper, en fait, un système d'authentification pour chaque API. Souvent, on les met dans un framework, dans un socle technique, en fait, sur la partie back-end, qui va faire un certain nombre de contrôles, de l'enrichissement, etc. Je pense que en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois cette notion de framework de développement. Oui, tout à fait. Très lié effectivement à la partie sécurité, le framework qu'on propose à nos développeurs. C'est très lié au niveau de la sécurité, surtout pour les consommateurs de l'API. Alors, on peut parler de SDK finalement, la question de Jérôme. Alors, le SDK, c'est quelque chose, effectivement, enfin, qu'on peut parler SDK, mais le SDK, on le voit souvent quand on parle des API, on le voit plutôt sur la partie consommation des API. Donc, un SDK va permettre de simplifier la consommation d'une API sans toute la couche un peu technique, HTTP, etc. Le SDK, il est là, il simplifie, il fait tout ce travail-là en fait d'encapsulation, et on utilise, en fait, on consomme une API comme si c'était une fonction, un service local, comme si on instanciait une classe Java qu'on a sur notre framework, enfin sur notre outil de développement local.
C'est comme ça qu'on voit la partie SDK. Je ne sais pas si tu veux compléter, n'hésite pas, Philippe. Hein, je réponds un petit peu à la question, mais n'hésite surtout pas si tu as des compléments. C'est vraiment ça, hein, c'est des classes Java supplémentaires pour les applis qui consomment l'API, qui sont chargées et qui permettent effectivement de simplifier énormément tous ces flows hautes, par exemple, qui peuvent être un petit peu complexes pour certains développeurs, et avec des contraintes, effectivement, par exemple, de second facteur d'authentification, des choses comme ça, pour la faciliter au travers de ces classes Java. Il y a quelques questions d'ordre général. Quelques questions d'ordre général dans l'onglet questions, mais on va essayer de se concentrer sur les questions qui sont spécifiquement pour nos invités. Et à la fin, si on a le temps, on reprend les questions générales, c'est promis. Et il faut qu'on profite de la présence de nos invités. Et du coup, la question, je pense que pour Philippe, c'est qu'est-ce qui a été le plus douloureux dans votre démarche de changement? Former les gens, changer la gouvernance, changer de gouvernance? Le plus douloureux, rapidement, en fait, on est un groupe Air France KLM. Les API sont partis plutôt côté KLM, qui ont eu ce besoin plus rapidement, en 2014, très tôt, et qui sont partis sans gouvernance. C'est parti un peu d'une initiative relativement isolée. Et ce qui fait, mais par contre, c'était déjà la solution d'API Management qui a été choisie. Donc, il y a des choix assez structurants qui ont été faits dès le départ et sans prendre en compte forcément le besoin global de l'entreprise. Donc, le plus douloureux, et on a mis en place des programmes au niveau de l'entreprise pour ça, c'est l'alignement après de cette initiative relativement isolée avec tout le reste de l'entreprise, avec des cultures un peu différentes entre Air France et KLM, des équipes qui n'étaient pas forcément alignés, puisqu'on est dans un groupe avec des différences aussi d'organisation. Et donc, ça a été un petit peu cette acculturation peut-être du fait que ce soit parti vraiment de manière très, très isolée et avec le reste du groupe avec des niveaux de maturité différents. Donc, cette partie organisationnelle, je pense que ça a été une des parties difficiles, propre à notre groupe un peu binational aussi, hein, ou à d'autres grands groupes. Donc, pour moi, je pense que ça a été un peu la difficulté qui a été bien identifiée. D'accord. Très bien. Du coup, je propose de donner la main, suite, ouais. De donner la main à Julien, parce qu'il reste encore pas mal de choses à nous partager. Donc, Julien, si tu veux bien, à toi de jouer. Yes, vous voyez mon écran? Enfin, j'ai partagé un PDF, je ne sais pas si vous le voyez. Super. Très bien, oui. Très bien. Eh ben, allons-y. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Ferrat, moi, je vais m'orienter plutôt à répondre à la question comment embarquer le business dans une démarche de type APIisation. Et comme tu le disais tout à l'heure, les API, avant d'être un enabler techno, un enabler technologique, avant d'être un Swagger, c'est aussi et avant tout un produit. Tu as évoqué API as a product. Donc, c'est avant tout un cas d'usage qui répond à un besoin, qui répond à un enjeu business. Et donc, c'est légitimement primordial, je dirais, d'embarquer le business dans chacune des démarches d'APIisation qui sont menées dans toutes les entreprises dont on est là aujourd'hui avec Yannick et Philippe, par exemple, mais évidemment, toutes celles qui nous écoutent. Donc, moi, j'ai fait un petit schéma assez simple. C'était en une slide et je vais étayer un petit peu mes propos, mais ça passe par 3 axes. Il y a la stratégie d'API économique qui est importante, la communauté qui est aussi importante et la partie acculturation, formation qui me tient particulièrement à cœur, informer, former, pour mieux transformer. Donc, la stratégie d'API économie, c'est quoi? C'est, de mon point de vue, c'est qui dit business, dit économie. Et donc, avant de pouvoir embarquer le business, il faut déjà avoir défini une stratégie d'API économie. Pour moi, c'est le premier axe. Et c'est quoi une stratégie d'API économie? C'est d'identifier les opportunités d'APIisation au sein de son SI, au sein de son entreprise, à la fois pour des besoins internes que pour des besoins externes, comme le disait Philippe tout à l'heure. Et par voie de conséquence, c'est réfléchir à la fois par une voie de monétisation de son API, hein, parce qu'on est dans une stratégie d'économie, donc monétisation de ces data, mais aussi regarder par exemple le taux de reuse. Ça peut être un ROI, tout aussi bankable, le taux de reuse, parce qu'il permet d'économiser de l'argent et donc d'en gagner. L'API économie, c'est aussi de prioriser les use cases à forte valeur, alors forte valeur business, forte valeur métier et forte valeur IT. Hein, donc c'est vraiment, faut voir vraiment les deux côtés de la stratégie.
Et dernier point de la stratégie, Philippe en a aussi parlé tout à l'heure, il faut évidemment avoir notre vitrine. Et la vitrine sur ce type de stratégie d'API Economy, c'est quoi? C'est le portail. Alors Philippe a parlé de développeur portail. Moi, je parlerai de portail business, portail développeur, API, peu importe, mais pas que destiné aux développeurs, puisque c'est aussi ma thématique, hein, la vision business, comment orienter le business. Et ben pour moi, il faut orienter justement ce portail, non pas que avec une vision développeur, mais lui apporter une vision business, une vision besoin, une vision cas d'usage. Et ensuite, on en découle la vision IT à travers la documentation technique, le fameux Open API, ex-Swagger, donc la documentation technique, le trait, etc. Mais d'abord, partons du principe qu'il y a d'abord un besoin, un cas d'usage, un produit, et ensuite, il y a la vision IT. Au sein du groupe BPCE, on a le portail 89C3 API. Par exemple, hein, je vous invite à aller le voir, il est destiné tant qu'au métier qu'aux développeurs. Et on a vraiment l'entonnoir avec la vision, on sait quoi qu'on va chercher, les extraits de compte, alors on arrive sur une API DSP2. On ne va pas chercher une méthode AISP. Voilà. Donc, on a vraiment une vision métier qui découle vers la vision développeur. Ça, c'est la stratégie API Economy. Le deuxième axe, c'est les communautés API, la stratégie d'API Community. Ça sert à quoi? Ça sert à promouvoir ces API en interne et en externe, mais pas que à travers des communautés de développeurs, ce qui a été le plus communément créé initialement dans les démarches d'APIisation. Ça peut être aussi des communautés au travers de la responsabilité des API, la gouvernance, ce qu'on appelle les API owners, par exemple, quelqu'un qui est responsable à la fois de la MOE et de la MOA, qui sait combien est monétisé son API, qui sait qui aller chercher si on a un problème de relation avec l'API. Donc ça, c'est l'API owner. On peut avoir aussi une communauté autour du portail API. Chez nous, à Natexis, ça s'appelle les API-culteurs. C'est une toute jeune communauté qui a 2 mois et on va les faire réfléchir, ces gens-là, avec ce qu'ils voudraient avoir dans le portail API, quels écrans ils voudraient avoir et quelle forme l'écran pourrait avoir. Ça peut être aussi, et dans un groupe mutualiste comme le nôtre, comme le groupe BPCE, des sponsors, des relais en région, au plus près des écosystèmes régionaux. Un par établissement, par exemple, pour le groupe BPCE, on les a appelés des API de championnes. C'est vraiment des personnes qui sont en relais avec notre équipe et en relais aussi avec les gens du terrain, l'écosystème, le terreau régionaux au plus près des innovations. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé aussi l'exemple expliqué par Philippe à travers le Spock model, Hub et Spock model, je crois que tu l'as appelé, pour essaimer la connaissance des API. Bah, ça, typiquement, ça peut aussi s'organiser à travers des communautés. Donc ça, c'est les communautés internes. Il peut y avoir évidemment des communautés externes, celle de Berlin Group, par exemple, celle du collectif API Seeking, qu'on connaît bien autour de la table. Et donc ça peut être aussi de la présence dans des communautés externes pour rayonner et prendre des bonnes idées et capitaliser. Dernier point sur les communautés API, je l'ai mis là-dedans pour pas faire un 4e pan, mais c'est sur les événements externes de type API Challenge avec des écoles ou avec d'autres établissements. Tout à l'heure, notre ami Yannick nous parlera d'un challenge avec les API Days qui organise des conférences à travers le monde entier autour des API. Il nous parlera d'un des challenges. Ça peut être aussi de type Meetup comme on le fait aujourd'hui. Et ben là, ça permet d'embarquer aussi un petit peu le business à travers la culture d'autres entreprises qui ont mené des démarches d'APIisation. Et pour nous, ce qui concerne le groupe BPCE dans le tertiaire financier, on a été drivé par la réglementation, cette APIisation externe, elle a été drivée par dans la réglementation, alors que le groupe Rocher et le groupe Air France KLM n'ont pas été drivés, et donc ça peut être des inputs importants, opportuns et intéressants pour nous. Le 3e point, le 3e axe pour mieux embarquer le business, c'est la partie acculturation et formation. Donc moi, je le résume en 3 mots, c'est informer, former pour transformer. 4 mots, pardon. Informer, former pour transformer. C'est un des piliers les plus importants, c'est l'acculturation, la sensibilisation des collaborateurs dans leur ensemble, d'ailleurs, à l'API, avec par exemple la construction d'un framework d'acculturation qu'on pourrait typer par public que l'on veut viser, que ce soit métier ou IT, que ce soit dirigeant ou conseiller en agence, que ce soit maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage. Et donc, ce framework d'acculturation, il est là pour promouvoir à la fois la conception, la fabrication et l'utilisation de l'API et ce qu'on pourrait en faire derrière. Donc, je l'ai dit, ça porte sur 2 grandes catégories de population pour moi, vraiment le métier et l'IT, mais il ne faut pas aller acculturer et former l'IT sur la fabrication des API sans aller former la catégorie, entre guillemets, de population business. Alors, par exemple, chez Natexis, on a bien entendu un catalogue de formation orienté technique, design et conception d'API. Avec par exemple Arnaud Loré chez nous. Et on est aussi, par exemple, chez nous, en train de créer une formation orientée business, à la fois diplômante et certifiante si on y arrive. Ça va valoriser ce qu'on appelle le stagiaire, donc le former, notamment lors de son entretien annuel, le fait d'avoir
une formation orientée business qui peut être diplômante et certifiante. Ça peut être une best practice. Donc, pour moi, pour conclure sur cet aspect-là, c'est vraiment important d'embarquer le business à travers toutes les couches stratégiques, toutes les couches hiérarchiques, d'embarquer les dirigeants, les acculturer, les former, les informer, les former et de leur prouver la création de valeur permise par les API, au-delà, encore une fois, de la vision IT qui est un fait. Mais s'il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien de créer une API. Et s'il y a un besoin, alors il peut y avoir une création d'API. Donc, il faut, et je finirai sur ça, identifier aussi les bons moments pour transmettre les messages de sensibilisation. Ne pas faire ces actions au moment, par exemple, de la fin d'année où on est un peu à l'arrache, les moments des révisions budgétaires, on en a 2 par exemple au sein du groupe. Voilà. Par contre, un kick-off, ça peut être un bon moment pour s'assurer qu'au tout début du projet, les API ne sont pas oubliés. Il y a la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui sont ensemble, qui sont réunis. Ça peut être le bon moment de faire passer ces messages-là. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire et sur montrer quelque part l'intérêt, mais je pense que vous étiez convaincus d'embarquer le business dans les démarches d'APIisation. Merci Julien. Pas de souci. Si on n'a pas de questions, je crois qu'il y a une question. Je regarde l'anglais. Comment avez-vous fait pour acculturer les... Ce que je disais, on a plusieurs axes plusieurs cordes à notre arc. Un des plus faciles, c'est la mise en œuvre d'une formation. Alors, nous, on le fait avec SpeechMe et avec BGG, qui sont 2 outils d'entreprise. Et donc, on est en train de réaliser, ça va se finir fin mai avec des travaux chez nous dans Maeva, qui s'occupe de ça chez nous. Et donc, il est en train de réaliser réellement un support de formation destiné exclusivement au business, qui va expliquer ce qu'est une API, à quoi ça sert, comment on s'en sert dans la vie de tous les jours, quel pourrait être l'intérêt pour Natixis de les utiliser et quels pourraient être les cas d'usage demain orientés business de ces API. Donc ça peut être une formation. L'embarquement de ce business-là dans des meet-ups, qui soient internes ou externes, Philippe l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas comment tu les as appelés, Philippe, mais API Challenge en interne, que l'on voudrait aussi faire. Voilà, c'est le meilleur moyen d'embarquer le métier et faire aussi rencontrer ces gens-là avec des autres personnes du métier, d'autres entreprises, soit du même secteur, soit d'entreprises de secteurs différents, pour quelque part leur montrer la valeur de l'API. Et pas sur le prisme technique, mais bien sur le prisme business. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Franck. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'approche au sein de Natixis. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci, Franck. Pas de micro? Merci. Vous m'entendez là? Alors, je disais merci beaucoup, Julien. Donc, apparemment, pas trop de questions parce que c'était très, très, très clair. À part la réponse de Franck qui te dit que c'est très clair, merci beaucoup. Donc, si on n'a pas de questions pour tout de suite, est-ce qu'on peut passer à l'intervenant suivant parce qu'il ne nous reste que 15 minutes? Ah, Yannick a reperdu la connexion. Malheureusement, la Bretagne ne veut pas que Yannick fasse sa présentation. Tu as ces slides ou pas, Ferrat? Si tu as ces slides, je vais t'inviter. Je n'arrive pas à t'inviter. Je crois qu'il faut que tu te reconnectes, Yannick. Bon, en attendant, est-ce que vous avez des questions d'ordre général ou sinon on peut reprendre les questions générales qui sont dans l'onglet questions. La solution était-elle il est là? Non, mais si tu veux, je peux prendre ces premières slides sans pour autant prétendre connaître tout ce qu'il fait, mais je connais un petit peu, donc le temps qu'il arrive, pour pas perdre de temps. On assiste à une spoliation de temps de parole en direct. S'il est là, s'il n'est pas là encore, hein, mais là, je ne le vois pas. Après, il me faut les slides, par contre. Forcément. Il est là. Ça y est, il est là, super, Yannick, tu vois. Voilà, ça l'a refait revenir. Ça va être bon? Oui, c'est bon. Parfait. Ça va être parfait. Il faudra juste passer les slides suivants. Oui, je vais vous parler d'un challenge qu'on a réalisé en début d'année avec Happy Days. Je vais passer au slide suivant. Même après. Voilà. Donc, je vous disais, c'est que le groupe a pour objectif de reconnecter les femmes et les hommes. Et en fait, on a eu un challenge qui a été lancé. C'était la 2e année avec Happy Days. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce rassemblement international qui a lieu à Paris début décembre.
L'objectif en fait de ce mouvement, c'est d'éduquer les différentes parties prenantes dans les API, mais pas seulement les API, aussi bien technique que business. Donc ça fait sens, ça fait ce qu'a dit Julien juste avant, autour des bonnes pratiques et autour des bonnes pratiques d'un numérique responsable. Et surtout en donnant des indicateurs, des KPI qui ont du sens et qu'on arrive à interpréter et à expliquer en fait facilement au commun des mortels. Et l'objectif, c'est vraiment de rassembler les différents interlocuteurs et d'avoir une vision commune de. On ne t'entend plus, Yannick. Dans le cadre de ce challenge. Ah, c'est si. Dommage. Vous m'entendez là? Ouais. Donc, dans le cadre de ce challenge, en fait, nous étions une quinzaine 13 équipes. Tu peux passer au slide suivant si tu peux, Ferhat. Voilà. Est-ce que les autres, vous pouvez couper vos vidéos pour ne pas surcharger la connexion d'Yannick pendant qu'il parle? Ferhat, Julien, Philippe. On était 13 équipes de sociétés différentes. Il y avait SNCF, Alliance, il y a du domaine bancaire aussi, BPI, MITIC, Leroy Merlin. On était 90 personnes durant 3 mois à plancher sur différents sujets et on a eu des intervenants directs, des partenaires qui nous ont expliqué autour de concepts sur l'éco-design, sur les architectures, sur l'infrastructure. On a eu des éléments de compréhension autour de la consommation des data centers, le PUE par exemple. Et donc différents ateliers qui nous ont aidés à construire et mûrir notre projet avec l'objectif de le présenter, c'était il y a 15 jours, à des mentors et surtout à un jury composé de différentes personnes, dont le docteur Julia, qui est le créateur de Siri, mais également l'ADEME, qui était très présente, et qui nous a partagé pas mal de choses. Donc on a partagé, ça nous a permis de construire des éléments nous, pour la suite de nos projets. Tu peux passer au slide suivant. Donc on a une session spéciale parce que le gouvernement est en train de travailler sur l'éco-conception, enfin surtout sur le numérique responsable également, et met à disposition pas mal de ressources, mais pour tout type de population, y compris des enfants, expliquer les impacts que peuvent avoir nos usages, nos consommations de nos différents devices, de nos différents sites, les vidéos, le streaming, enfin pas mal d'informations pour responsabiliser les gens et amener ça à l'individu plutôt que d'essayer d'imposer des choses à tout le monde. On peut passer au suivant. Donc là, c'était les différents membres du jury et on va pouvoir présenter directement le projet et je vais vous expliquer le lien qu'il y avait avec notre projet. Donc, on a lancé en début d'année la mise en place d'une nouvelle plateforme, Hybrid Integration Platform, qui couvre à la fois une plateforme d'iPaaS et une plateforme d'API Management. Ces deux plateformes, en fait, vont faire qu'une seule, dont l'objectif est de faciliter les échanges entre les différentes entités du groupe. Je vous disais qu'on était une dizaine de sociétés. On n'a pas forcément, on a des marchés différents, mais par contre, on a des principes qui sont à peu près toujours les mêmes. Quand on fait de la vente en magasin, et on a toujours besoin d'informations qui sont un peu communes sur les horaires d'ouverture d'un magasin, la localisation, les types de produits ou les types de soins qu'on peut avoir dedans. Donc l'idée, c'est de simplifier les échanges entre les différents types d'applications. On a un legacy qui est quand même assez conséquent. Standardiser un peu les process de communication entre ces applis. Passer à l'échelle, ça c'est un des enjeux primordiaux de cette plateforme. Et puis surtout, mettre en place de la réutilisation qui a du sens dans le cadre de numérique responsable, la réutilisation de composants. Quand on va discuter avec un système, un ERP type SAP, on a peut-être toujours la même façon de communiquer, qu'on soit chez Petit Bateau, qu'on soit chez Yves Rocher ou chez Arbonne. En 2021, on a 2 grands programmes qui démarrent, un autour de la transformation de la finance, des échanges de flux financiers sur nos différentes entités, de la facture jusqu'à la gestion des fournisseurs. Et puis un autre autour du social selling, la vente par réseaux sociaux qui a explosé pendant le confinement, alors qui était déjà bien présent sur certains marchés, entre autres chez Arbonne aux États-Unis, et qui a fait sens du fait que les magasins étaient fermés et qui nous a bien aidé en 2020 et continue en 2021. Et l'autre démarche qu'on a derrière, c'est de transformer un peu notre modèle legacy et d'apaiser notre système d'information. Et donc, la démarche produit qu'on évoquait juste avant Philippe, Julien et Ferhat fait totalement sens dans ce qu'on est en train de mettre en place, mais en ayant une approche sobre, digitale, dès la mise en place de cette plateforme. Tu peux passer juste au slide d'après, enfin, l'écran d'après. Donc, concrètement, ce qu'on a construit pendant... C'est par là. Non, juste avant, excuse-moi. C'était la deuxième colonne que je voulais. Concrètement, ce qu'on a dû définir entre nous, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va apporter autour de ce challenge et autour de cette plateforme. C'est de répondre aux besoins métiers, qui est de développer des flux d'intégration
en partie, et puis exposer des API dans l'autre partie. Mais de le faire en intégrant dès le début l'impact environnemental de ce qu'on allait faire. Donc, ça veut dire qu'il fallait les embarquer, donc embarquer nos métiers. Ça, c'est ce on est en train de faire en ce moment. Et puis, de mettre à disposition tout de suite des éléments de communication sur les usages et de suivre des tendances, parce que les valeurs absolues n'ont pas forcément de sens, elles peuvent être fausses. Par contre, la tendance, voir comment ça évolue, voir la consommation d'une API, comment elle évolue dans le temps, quelle est la taille des payloads, ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut évoluer, surtout sur lequel on peut agir. Et donc, c'est d'impacter surtout nos décideurs, nos métiers, sur l'impact de ce qu'ils nous demandent, de l'impact environnemental, de leur fournir ces indicateurs, donc d'expliquer ce que c'est qu'un payload, d'expliquer ce que ça implique quand on me demande de lister les magasins en France, quelle est la taille des messages que je vais récupérer, et puis d'essayer de travailler avec eux sur l'usage pour essayer de limiter cet impact et de mettre en place des systèmes de cache, par exemple, ou de mettre à disposition des infrastructures qui ne soient pas à grande échelle dès le début, mais de les faire grossir ou diminuer sur des moments opportuns. Fête des mères dans une semaine, Saint-Valentin par exemple, d'avoir ces capacités de grossir. Donc ça, seul le cloud peut nous le permettre aujourd'hui dans notre démarche. Et puis surtout avoir une stratégie de rétention des données, aussi bien en termes de données métiers utiles. Donc j'ai parlé des magasins, est-ce que j'ai besoin de connaître tous les détails de soins d'un magasin? Peut-être que juste les horaires dans un premier use case peut me suffire. Et puis d'aller rechercher par système de pagination ou autre les informations complémentaires, mais aussi sur les logs qu'on capte, parce que ce qui est important dans une plateforme d'API management, c'est d'être capable de Alors, on n'entend plus Yannick. Julien se proposait de prendre le suite. Non, j'ai proposé de prendre le début. Yannick, est-ce que tu veux te reconnecter pour les dernières minutes? En attendant, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions générales. Il y avait une question très générale sur la maturité d'une API. Comment évalue-t-on la maturité d'une API? Je me disais que celle-là, on la laissait vraiment pour la fin. Ça ferait même Là, peut-être un une meet-up petite réponse. On peut faire un début de réponse, peut-être. Est-ce que tu es là? Alors, j'ai pas de réponse parce que, comme disait Julien, ça peut être tout un atelier dédié à ça. Mais il me semble que, Julien, côté API Thinking, vous avez déjà un catalogue, enfin plutôt une matrice pour définir la maturité, c'est ça? Vous avez un certain nombre d'éléments qui permettent de dire quel est le niveau de maturité d'une API? Ouais, il y a pas mal de choses à dire sur la maturité des API. On a effectivement créé une grille de scoring, une grille de qualité des API pour jauger la qualité de l'API. Mais il y a plein de choses qui resteraient évidemment à compléter sur le temps pour un développeur. Et je revois la tête de Yannick qui revient là. Si c'est pas figé. Donc ça peut être le temps d'accès entre je regarde l'API et j'ai accès au live. J'ai plus le terme, c'est en anglais, le time to je sais pas quoi. Mais effectivement, sur le site de Collective, vous retrouvez une grille de scoring pour juger la qualité d'une API. Mais je veux pas. Time to market. Time to. TTTH. Time to Hello World. TTTH, exactement. Merci Yannick. TTTH. TTTH. On va laisser... Tu peux passer juste à la colonne suivante. Ouais. À toi de jouer. J'arrive à la fin. Yannick, désolé. Ouais. Donc, ce qu'on a évoqué juste avant, tout ce qu'a évoqué Julien, Philippe et Ferhat autour de la communication, c'est vraiment notre plan d'action aujourd'hui, c'est d'avoir une première étape de plateforme Sustainable IT, d'écrire un manifesto autour de la conception, de l'éco-conception. Il y a déjà des guidelines qui existent dans le groupe puisqu'on a une démarche RSE avec des engagements assez forts des différentes équipes. Donc là, c'est de les enrichir autour des API et des flux d'intégration et puis surtout travailler autour des métriques. On a eu la présentation d'un outil qui s'appelle Scaphandre, qui est, je vous invite à aller le voir si vous avez la capacité de le mettre en place chez vous, qui donne de la visibilité sur ce qu'on vous a consommé en termes d'infra. Puis surtout, on s'appuie énormément sur notre partenaire de cloud qui est Google pour les faire évoluer et nous faire évoluer aussi sur nos utilisations.
Et la communication est le nerf de la guerre sur ce genre de choses. Oui, le manifesto, je pourrais le partager quand on l'aura produit, mais il va être très, très simple. Il va ressembler fortement à un manifesto agile, parce qu'on veut qu'il soit abordable pour tout le monde. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a été 2e de ce challenge, mais le plus important, c'est qu'on a appris pas mal de choses. On va continuer d'apprendre et on va essayer de partager au maximum. Et donc, je vous invite, donc je peux passer aux 2 slides d'après, à rejoindre l'atelier qu'on va animer avec Julien Brun, Julien Bichon, et puis juste avant, et Paul Bécham, autour de ces API numériquement responsables. Paul Bécham, pardon. Autour de ces API numériquement responsables, pour qu'on soit tous contributeurs et tous acteurs. Merci et désolé pour les problèmes de connexion. Alors, pas de souci pour le problème de connexion. Merci pour l'effort. On a fini notre temps imparti et on peut prendre des questions si vous en avez. Je ne sais pas si rapidement, si quelqu'un a une question, vous pouvez poser tout de suite. Sinon, je remercie le collectif API Thinking. Je remercie Julien, Philippe et Yannick. Et surtout, si tous ceux qui participaient, donc on était une cinquantaine au maximum, et puis certains se sont déconnectés, donc on a dû être peut-être 70. Ceux qui sont encore là, ceux qui sont passés par là, ceux qui regardent le replay, si vous voulez qu'on refasse des événements avec le collectif API Thinking, faites-nous signe, comme ça, de préférence là en direct, comme ça on peut les convaincre de travailler avec nous à nouveau, de nous donner leur temps à nouveau. Nous, on était ravis de les accueillir et de discuter avec vous tous. Alors, je crois qu'il y a une question. Yannick, tu parlais d'un outil Scaphandre, peux-tu nous en dire plus? Yannick, est-ce que ta connexion te permet de répondre à cette question? Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Scaphandre, en fait, c'est un outil qui permet de mesurer sa consommation d'énergie sur un data center, sur un ESX, sur une infra, pour ses API, pour ses services, pour ses conteneurs. C'est livré avec Grafana, avec des graphiques pour mesurer, et tout un tuto qui est plutôt bien conçu. Vous cherchez Scaphandre sur GitHub et vous retrouverez rapidement l'information. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Très bien, merci Yannick. Je pense qu'on a plus de questions, donc merci Julien, merci Philippe, merci Yannick, merci Asma. Merci à tous d'être là. On vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres sujets aussi enrichissants, j'espère. Donc, merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Sur LinkedIn. Merci. Venez voir le replay, partagez-le sur notre blog, sur notre LinkedIn. Et merci pour votre présence, d'être là à chaque fois. Merci aux habitués et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.